Voilà, donc nous sommes à la porte de Champéret, à proximité de Parapsy, et en compagnie de monsieur Paul Clé, qui est de la région de Charleroi. Non, pas Charleroi. Charleville, pardon. Charleville, vous parlez de la Charleville en France. Charleville-Mézières. Ah, vous êtes frontalier alors. Ah oui, c'était un beau sujet, moi justement c'était un mot curieux parce que j'ai employé le mot frontalier hier dans ma réflexion. J'étais en train de réfléchir à la psychologie des frontaliers. Vous savez qu'en astrologie, il y a des choses. Je viens de raconter là, je vais regarder là. Oui, donc le mot frontalier me plaît parce qu'en astrologie, l'équinoxe, c'est un peu la frontière entre l'été et l'hiver. Et donc, contrairement à... Alors, moi j'ai l'occasion de concerner les gens qui sont nés à l'équinoxe de printemps. Est-ce que ça correspond vraiment aux généralement, parce que justement l'équinoxe de printemps c'est un moment un petit peu indécis où on n'est pas encore complètement, on sort de l'hiver, on n'est pas encore dans l'été, les deux saisons, le jour et la nuit s'équivalent, donc on ne voit pas très bien si c'est un petit peu des casse-têtes, vous soulevez, c'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien. Donc on présente les gens qui sont nés à ce moment-là comme des gens très décidés, très impulsifs, pour désigner justement une saison qui est encore en train de se chercher, c'est un peu frontalière. Et vous savez ce qui booste, si vous voulez, ces gens-là, qui sont nés entre deux, même, ce qui les booste, c'est justement la fin de l'énergie d'une saison et le début de l'autre. Oui. Donc en fait, c'est à la fois quelque chose qui finit, quelque chose qui recommence, quelque chose qui continue, mais c'est toujours une nouveauté qui s'inscrit dans le changement de saison. Oui. Alors on a un effet de fin, un effet de début, et en fait, on est forcément, entre guillemets, traîné par l'un, poussé par l'autre, et puis on est obligé de démarrer, de continuer. Oui, mais ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on appelle généralement le psychologie bélier. Ça correspondrait plutôt à la balance qu'au bélier, si vous voulez, l'équinoxe. Donc ça pose le problème, si vous voulez, monsieur Clé, de la valeur de la tradition astrologique et des éléments de la tradition qui ont peut-être été décalés ou qui ont peut-être été corrompus, enfin bon, on pose des questions de ce genre. Le symbolisme zodiacal, c'est peut-être pas forcément la chose la plus assurée. L'astrologie a fait des histoires de quatre éléments, le feu, la terre, qui sont peut-être un peu plus maîtrisés comme concept que la question du bélier. Oui, mais ce sont des nécessités de base. On a besoin de repères et c'est pas bien ancré. Ça veut dire que les quatre éléments font partie du quotidien de l'individu. Ça nous entoure, ça nous berce. L'eau est faite pour nous porter, puisqu'elle nous porte avant de naître. On en a besoin, notre corps en a besoin, on consomme, on décharge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces éléments nous entourent, donc on est forcément, oui, ce sont des éléments de base dont nous avons besoin. C'est plus sûr, c'est plus assuré que le zodiaque quelque part. Voilà, c'est vrai. La symbolique zodiacale est quelque chose de plus... Vous connaissez, quels sont les astrologues que vous connaissez un petit peu, que vous publiez par leurs livres ou par leurs enseignements? Je connais un astrologue personnellement qui s'appelle monsieur Michael Mandel. Oui, que j'ai interviewé à Bruxelles, qui est très très intéressant, qui est très impliqué, qui fait la astrologie depuis très longtemps. Oui. Et voilà, j'ai eu l'occasion de... Je le connais bien. Oui, il a dirigé la fédération. Voilà. Des astrologues. Mais donc, encore une fois, il a le souci de la perfection, du travail bien fait. Il a travaillé pour un magazine belge qui est très important, qui est très très lu, qui est tiré à 1 200 000 exemplaires. C'est comme tout, quoi. Énormément, oui. C'est un magazine. Il avait une rubrique astrologique dedans, il fait de la radio maintenant. Très sensible et voilà, c'est un homme que je connais bien et voilà, on a le souci de la vérité que je lui connais, de la véracité dans ses propos, du travail bien fait. Voilà, c'est quelqu'un que je connais bien. Mais on en a parlé avec lui, mais après je suis un peu quelqu'un de sa méthode, on n'a pas spécialement parlé de sa méthode de travail en fait. J'ai un interview avec M. Caniff.
Et donc, vous-même, vous me dites que vous êtes astrologue, numérologue. Je suis numérologue. En fait, je suis plus numérologue qu'astrologue. Oui, j'ai accueilli pas mal de numérologues. Si vous les connaissez, Anne-Marie Pellerin, oui. Eli Attali. Oui, ça fait quelque chose, c'est sûr. Et je m'y connais un tout petit peu. Enfin, alors, récemment, j'ai développé une critique de la numérologie. Il y a une chose qui préoccupe beaucoup moi dans ce domaine-là, c'est la discontinuité. C'est-à-dire que la discontinuité par opposition à la cyclicité. Et parfois, on nous parle de cyclicité, mais les éléments constitutifs de cette cyclicité sont souvent discontinus. Par exemple, pour nos zodiaques, on passe brusquement de la balance au scorpion, par exemple. Même dans la même saison, c'est un peu dans la discontinuité. C'est comme l'astrologie chinoise, ça se chevauche, monsieur. Oui, alors il y a moitié, oui, il y a peut-être un chevauchement, mais malgré tout, souvent, on a l'impression de passer du coq à l'âne. Et au niveau de la numérologie, imaginons par exemple quelqu'un qui soit né le 30 novembre et pas le 1er décembre, ça c'est une numérologie qui est il y a toujours, par rapport à l'interprétation que va en faire, une prédestination qui fait que si vous êtes né un 30 et non pas un premier, vous avez toutes les caractéristiques, si vous voulez, du nombre 30 plutôt que du premier. Oui. Ce qui est logique. Elles sont définies par la numérologie elle-même. Ça veut dire qu'on ne peut pas confondre un 3 et un 0 et un 1. Oui, c'est ça, justement. Alors, entre le 29 et le 30, il y a une similitude entre le 30 et le premier, puisque la structure numérique est complètement différente. Pendant le mois, on passe plus en douceur d'un jour à l'autre. Donc il y a une espèce de solution de continuité qui peut se produire en l'espace de quelques minutes à la limite. Donc si vous voulez, vous êtes un petit peu gêné, c'est-à-dire que le fait qu'on n'a pas un continuum numérique. Alors, moi, en fait, j'ai un nouveau mot pour vous, c'est la linéarité. La numérologie est linéaire, elle n'est pas fichée, c'est quelque chose qui est évolué. La date de naissance est une base en soi, et les calculs derrière se font de façon à ce que, évidemment, vous voyez, notre date de départ, elle est ce qu'elle est, et puis elle évolue. Il y a des calculs mathématiques qui prévoient, si vous voulez, ou des formules mathématiques qui prévoient justement ce côté linéaire, ce côté cyclique qui rentre forcément dans l'évolution, dans la vôtre, dans celui de n'importe quel individu, et qui s'inscrit forcément dans le temps et dans l'espace. Donc en fait, ça ne reste, c'est pas une science figée, c'est une science qui est part de suite de la naissance jusqu'à la fin de votre vie, et qui vous donne des dates clés, des mois clés, des années clés, des années de remise en question, elle est précise, elle est bonne. Mais la numérologie n'est pas que ça, c'est aussi une science qui, au départ, sert la caractérologie. Parce qu'en fait, que vous ayez des caractères de fond, que vous ayez des caractères affectifs, professionnels et relationnels, qu'ils soient positifs et négatifs, la numérologie donne ces aspects-là et sont très importants. Ça veut dire que vous avez cerné un individu, admettons que cet individu ait des problèmes qui fassent l'objet de réinsertion sociale ou économique. À partir du moment où vous avez cerné convenablement l'individu, vous avez tout qui vous permet de le faire. Il est plus facile de travailler sur quelqu'un qu'on connaît mieux que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que vous avez des outils qui seront peut-être plus appropriés, etc., sur l'individu. Et cette numérologie que je travaille, qui est entre guillemets, je travaille depuis maintenant plus de 10 ans, je l'ai quelque part créée. En fait, chaque numérologie a ses spécificités par les individus qui la travaillent. Et en fait, mes langages ne sont pas, si vous voulez, numérologiques, la numérologie que tout le monde connaît. Je ne parle pas de chemin de vie, jamais, je ne parle de chemin de vie, quasiment jamais. Moi, je parle plutôt d'origine, de cause, d'effet, de résultats, de conséquences. Je parle aussi des nombres qui sont issus, si vous voulez, de l'addition du jour, du mois, de l'année de naissance, et les nombres qui découlent de tout ça, moi j'ai envie de les appeler les caractères généraux. Moi, je donne une autre formulation si vous voulez, mais ces caractères généraux, c'est aussi les images que l'on perçoit de vous, et la manière dont les autres vous perçoivent. C'est un renvoi de ce que vous êtes, de ce que vous paraissez être. Alors que si on travaille sur les caractères de faux, on va remonter au jour de naissance de l'individu, et souvent, même à fois, c'est une
une image trompeuse, les caractères généraux peuvent, si vous voulez, tromper l'individu sur sa vraie nature. C'est-à-dire que vous pouvez paraître ceci alors que vous êtes cela. Ma numérologie est construite un peu différemment. Il y a aussi, oui, ça n'a rien à voir avec la numérologie humaniste de Notaire. Non, rien à voir. C'est une autre astrologie, c'est la numérologie de Clé. Voilà, c'est la numérologie propre de M. Alors c'est CLE, comme la clé de sol n'est pas, il n'y a pas de F. Voilà. Mais pas de clé. Et c'est drôle parce que, Donc c'est une numérologie clavienne. si vous voulez, Effectivement, bon, moi je connais mieux la diversité des astrologies que la diversité des numérologies. Mais, la base de la numérologie est tout fait. oui. C'est d'abord le chiffre, le nombre est un symbole. Un symbole qui existe depuis que Pythagore s'est penché là-dessus et qu'il a révélé au monde la numérologie, parce que c'est lui qui est vraiment l'inventeur et le créateur, donc ça passe 600 ans écrit. Pythagore, on le sait, est un mathématicien, un homme de science et un philosophe. Alors, à l'époque, il fallait quand même entendre que ces gens-là étaient souvent mathématiciens, souvent médecins, souvent érudits, et bon, la philosophie entrait, si vous voulez, dans les mathématiques. Il n'y avait pas de frontières comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle que de mathématiques, que de sciences, et la philosophie est à part. Alors qu'à l'époque, ça faisait un corps présent, c'était quelque chose qui allait de soi. On symbolisait les choses et on les exprimait par la philosophie. Alors il se fait qu'aujourd'hui, moi je reviens un peu à ces bases-là. Il y a la symbolique qui est très importante au départ des chiffres et des nombres. Et puis il y a le langage qui pour moi est tout aussi important parce qu'il fixe l'individu dans une période, dans un espace, dans un temps qui fait que le langage véhiculaire, qui peut être le français, qui peut être allemand, l'anglais, le flamand aussi bien sûr, grâce à cette spécificité linguistique du langage, eh bien, un individu va être tout à fait différent parce que la façon de penser, la façon de parler est un facteur important du déroulement de la vie de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors moi j'utilise plusieurs bases, ça veut dire que j'utilise la base normale, qui dit numérologie dit nombre et chiffres. Et lettres maintenant, évidemment, puisque j'utilise à la fois le prénom et le nom de famille. Et si vous voulez, pour personnaliser ou pour rendre l'individu à ce qu'il est, eh bien, je me dois, si vous voulez, au départ, je peux travailler uniquement sur la date de naissance, mais s'il faut vraiment personnaliser l'analyse d'un individu, on se servira à ce moment-là des trois éléments qui sont ce qu'ils sont, ça veut dire date de naissance, prénom et nom. D'accord ? Après ça, on peut encore travailler sur d'autres supports, ça veut dire sur un nom de société, sur un pseudonyme, voilà, tout à fait, sur un sigle, on peut travailler sur un médicament. Voilà. La numérologie est un produit vaste qui permet beaucoup d'utilisation. Sur le nom de la rue, par exemple. Voilà, sur un nom de rue, sur un numéro de maison. Voilà. C'est vrai qu'à partir de là, on peut donner, si vous voulez, les caractéristiques d'un endroit, d'un lieu, d'une maison, grâce au numéro de maison. On peut dire, voilà, l'historique de la maison, on peut la décrire comme ça. Mais c'est très riche la numérologie, c'est un produit qui est... Pour moi, c'est avec la géomancie, c'est une science qui est très rationnelle déjà et qui est très précise, parce que vous pouvez dater les événements. Beaucoup de voyants vont vous dire que c'est très difficile de dater les choses. En numérologie, on peut avoir une erreur d'1 voire 2 ans, mais bon, on date quand même. Moi, je peux vous dire, voilà, les mois favorables, le jour favorable, si quelqu'un a un examen à passer, s'il a une entrevue, et comment ça va se passer, je peux dire, donner les aspects, si vous voulez, de la relation, de la situation, etc., de façon très précise. Voilà. Oui, alors, effectivement, bon, quand on entend cela, il se dit, mais cette numérologie, effectivement, ce qui distingue la numérologie déjà du tarot, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de tirage en numérologie. Non. Tous les éléments sont des éléments qui existent objectivement, qui ne sont pas simplement conjoncturels, qui sont liés au moment où on fait la consultation. Il n'y a pas de place particulière pour le hasard, puisque vous avez des données rationnelles. Ça veut dire que votre le hasard est en amont. Le hasard, c'est le hasard de la naissance. C'est ça. C'est pas le hasard. On ne choisit pas son prénom, on ne choisit pas sa date de naissance, on ne choisit pas son nom de famille, d'accord. Oui. Donc en fait, c'est ça. Mais malgré tout, il y a quand même des éléments rationnels qui vous dictent, qui vous donnent les bases d'une étude future. Quand vous vous penchez sur un être, eh bien, vous avez ces éléments-là qui sont eux-mêmes très cartésiens et très réalistes. Oui. Mais est-ce que ça implique l'unité de nombre de formes, de l'influence du son, de la forme? Bien sûr, parce qu'on peut encore une fois, grâce à ces éléments-là qui sont nombre et chiffres, et puis lettres de l'alphabet,
peut arriver à dire si quelqu'un est carré, s'il est rond, s'il est rouge, s'il est jaune, s'il est vert, s'il est têtu, enfin voilà, ça permet beaucoup d'applications. On peut cerner l'individu de toutes les façons qui nous est permis d'être. Alors justement, j'ai été interpellé récemment par ce problème de la possibilité d'ajouter des éléments numérologiques à son identité de départ par l'adjonction, par le changement d'un prénom ou l'adjonction d'une initiale. Alors on va parler de... Ou alors le changement carrément d'habitation. Bien sûr. Mais encore une fois, quand vous n'aimez pas votre prénom parce que votre prénom ne vous va pas, vous avez l'impression que quelque part ce n'est pas, il ne marque pas ou ne précise pas votre identité. Moi j'ai des gens comme ça qui s'appellent Chantal, des filles qui s'appellent Chantal et qui auraient voulu s'appeler Diane, et bien, qui n'aiment pas leur prénom. Voilà, donc ce sont vraiment des problèmes qui si on ne les traite pas, si vous voulez, ou si on n'écoute pas la personne en disant voilà, moi j'ai un petit surnom, j'ai un petit pseudo, machin, et je vibre mieux par ce prénom-là ou par ce pseudo-là, et bien si vous ne les écoutez pas au moment où ils disent qu'ils n'aiment pas leur prénom, ben, ça les frustre. Et quelque part, encore une fois, l'individu a besoin de reconnaissance. Et si vous, en tant que numérologue, vous n'êtes pas ouvert à ça, ben, mon Dieu, vous n'allez pas uniquement imposer à la personne de travailler sur un prénom qu'il n'aime pas. Vous avez le droit de dire, moi, vous savez, mon prénom, je ne l'aime pas, je préfère le deuxième prénom, parce que évidemment, on peut travailler sur un deuxième prénom. Bon, voilà. En fait, il y a une différence entre ne pas aimer son prénom et ne pas les gens qui ne sont pas numérologues ne se rendent pas compte de ce qui manque à leur prénom. Et puis la prononciation du prénom ne correspond pas forcément à son écriture. Par exemple, moi je m'appelle Jacques. Le son Jacques ne correspond pas à l'écriture du prénom. D'accord. Il y a des tas de lettres qui ne sont pas entendues dans le prénom. Donc effectivement, on peut aimer le prénom écrit et puis le prénom oral qui sort. Comme disait Brel, plus c'est court, plus c'est facile à retenir. Vous savez, Jacques, les gens ne retenaient pas Jacques, ils l'appelaient Brel, parce que Brel c'est plus court. Et tout ce qui est plus court au niveau consonance, au niveau écoute, et forcément on le retient plus facilement. Hein, les gens qui ont des prénoms composés, c'est compliqué. Et voilà, mais bon, Jacques, c'est vrai que c'est un prénom qui passe pas vraiment, c'est pas vraiment facile. Mais un prénom trop long comme Alexandre. Quand on l'entend, il est court. Quand on écrit. Vous avez quand vous dites Jacques, vous pensez tout de suite à l'écrit, au mot écrit. Voilà, c'est ça. Dans l'idée, Jacques, c'est à l'anglaise. Bien sûr, Jacques, oui. Mais justement, alors moi je vous rappelle une conversation que j'ai eue avec ce monsieur Attali, justement l'autre jour. Il me disait qu'il avait ajouté un H comme deuxième, il s'appelait Eli Attali, il a mis Eli H Attali, H qui est plus ou moins trouvé, il a trouvé ça chez sa mère. Il pourrait avoir du H, du 8 dans son... D'accord. Le 8 c'est le chiffre par excellence des relations et des échanges, de l'échange ou de la relation. C'est le lien, c'est aussi le chiffre de l'équilibre, de la matérialité aussi, de l'infini, de la réussite si vous voulez. Le 8 c'est à la fois aussi, c'est un chiffre compliqué, c'est le chiffre du cœur. Le 8, le cœur, il se fait que le mot cœur fasse 8, 26 qui donne 8. Et voilà, donc quelque part, on y met forcément, on ne se rend pas compte consciemment parfois l'incidence de l'ajout d'une lettre ou d'un chiffre dans quelque chose peut forcément tout transformer, c'est vrai. L'améliorer, le corriger un petit peu. Et vous-même, vous avez été tenté de modifier votre prénom Moi, oui. Vous n'avez pas mis de 8 dans votre prénom. Non, mais c'est vrai que... Vous voulez peut-être enlever le nom clé, si vous voulez, c'est un pseudonyme. Oui, d'accord. Et je l'ai choisi, enfin pour me l'a entre guillemets transmis, parce que les choses se fait comme ceci. Quand je faisais des salons il y a quelques années, que je voyais les gens, j'ai rencontré des francs-maçons, etc. Et il se fait que chaque fois que ces gens sortaient de consultation avec moi, il y en a qui me disaient monsieur, vous êtes la clé de mes... Voilà, ouais. Voilà. C'était les clés parce que je sortais les gens d'impasse, de problèmes, tout ça. Et quelqu'un m'a dit un jour, vous êtes la clé, monsieur, vous êtes la clé. Et ça m'est resté. Et bon, voilà, la clé, c'est un symbole franc-maçonnique aussi. Et on m'appelait camarade. Et de faire l'aiguille comme ça, et bon, j'ai dit, pourquoi pas m'appeler Paul Clé. Et on fait, voilà, et c'est le fait que la consonance du mot-clé soit très courte, c'est 3 lettres, les gens retiennent ça beaucoup plus facilement que mon vrai nom. Oui, surtout c'est un nom flamand. Un nom flamand, c'est difficile à prononcer tout ça. C'est comme un de mes amis qui s'appelait Van der Schelde, qui a s'est traduit. On l'a connu sous le nom de Lescaut. Voilà, c'est ça. Jacques de Lescaut, qui était à la preuve, qui est mort. Mais il y a un animateur célèbre de télévision qui s'appelait
qui s'appelle André Tollebeek, et c'est monsieur André Torrent. On connaît mieux son le nom d'André Torrent que moi. Vous avez quand même une adaptation à faire. Oui, c'est assez fréquent. En Belgique, c'est plus fréquent peut-être qu'en France. Oui, mais de toute façon, à partir du moment où le Belge s'importe pas mal à l'étranger, parce qu'on est toujours pas parfait dans son pays, mais toujours mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur de chez soi, mais forcément, c'est vrai qu'un prénom ou un nom difficile à porter, c'est pas évident, quoi. Moi, je sais par expérience, le français n'a pas les cordes vocales culturellement aiguisées comme nous l'avons, parce que nous sommes plus germains, etc. Donc, j'imagine que la difficulté, c'est de prononcer un nom sans l'écorcher, et quand vous avez un nom compliqué, malheureusement, voilà, on est obligé de faire des parades, des passer parades. Oui, d'accord, oui, bien sûr. D'ailleurs, chez les Juifs, il y a une tradition numérologique assez importante. Les femmes, déjà Sarah, Abraham, il y a beaucoup de femmes qui reviennent au judaïsme, qui changent de prénom, etc. Et la numérologie, vous savez, le principal, je veux dire, il faut que ça puisse coller entre guillemets avec le langage, et il se fait que le français, dans les alphabets, l'alphabet français a 26 lettres. La numérologie, le mot numérologie fait 62, il y a une parité entre les deux, il y a un bon miroir. Oui, ça compte énormément, je veux dire, en fait, l'écho, si vous voulez, par rapport à l'interprétation du mot en français, est très facile à pratiquer, très facile à comprendre. Voilà, c'est ça qui est amusant. Moi, je suis arrivé de faire la numérologie aux États-Unis, en Angleterre, en Italie parfois, ça m'est arrivé comme ça, mais c'est vrai que la langue, pour peu que quelque part vous ne la pratiquiez pas, c'est un peu compliqué. Les codes sont les mêmes, il suffit de les adapter si vous voulez au langage. Oui, c'est ça, il y a des lettres qui n'ont pas d'équivalent. Voilà, mais à partir du moment où le code permet ce genre de choses, vous réadaptez les choses, vous réadaptez le code. Voilà, mais il faut garder une logique, parce qu'en fait, dans la numérologie, vous avez la logique des chiffres et des nombres, vous avez le type des chiffres et des nombres. Alors, donc votre numérologie, qu'est-ce qui la différencie encore, à part ça, à dire moi, mais pourquoi est-ce que qu'est-ce qui vous a amené à la rendre plus spécifique? Alors, personnellement, je n'ai jamais rencontré d'autres personnes qui pratiquaient de la même façon que moi. Parce que moi, j'ai adapté, si vous voulez, j'ai travaillé ma numérologie en fonction des réponses qu'il fallait absolument que je trouve, parce que j'avais un tas de questions, il fallait que je trouve ces réponses, et j'ai adapté, si vous voulez, cette numérologie qui existait avant moi, bien sûr, depuis très longtemps, qui a été créée par Pythagore, etc., mais je l'ai adapté en fonction de ma personnalité, mais je suis né avec cette numérologie. Je suis né un 15 novembre, et il se fait que quand vous additionnez le nombre 15, vous avez 6, quand vous additionnez le mois de naissance qui est 11, vous faites 1 plus 1, ça fait 2, vous retombez sur vos pattes, vous avez 6 d'un côté et 2 de l'autre. Il est clair que j'étais né avec cette numérologie. Après, il a fallu que je la reconnaisse et que j'en fasse quelque chose, et que je l'adapte en fonction de l'individu que je suis. Voilà, ça fait partie d'une thérapie personnelle un petit peu. Et après ça, je me suis, entre guillemets, au lieu de compliquer la vie, parce que je sais que la numérologie, ça peut être un produit compliqué, un produit difficile à comprendre, j'ai essayé de la rendre accessible, à moi, et puis aux autres, fatalement, parce que je partage, si vous voulez, cet engouement, cette passion que j'ai pour ça, et si elle veut être comprise par les autres, il faut qu'elle soit simple. Alors, est-ce que les gens... Parce que finalement, le problème, c'est l'intercommunication entre les gens qui pratiquent une même discipline. Bien sûr. Alors, en astrologie, par exemple, les gens disent voilà, toi tu es de tel signe, moi je suis de tel signe. Oui. Alors, en numérologie, quels sont les repères? Quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce que vous pouvez savoir sur cette personne très rapidement? Très rapidement. Il y a combien de types en fait en numérologie d'après vous? J'appelle ça des types ou ensembles de. Oui. Ce sont les ensembles. Combien de groupes? Vous avez le groupe 1-2, vous avez le groupe 2-4, vous avez le groupe 4-8, vous avez le groupe 8-7, vous avez 5-1, vous avez 9 groupes en fait. Oui, voilà, d'accord. Ah oui, forcément, oui. Donc vous avez toujours vos 9 groupes. Et donc, votre propos, c'est aussi de savoir auquel de ces 9 groupes une personne approche. Voilà. Vous avez le type 9-9, vous avez le type 5-1, c'est pas pareil, vous avez comme ça des schémas qui sont définis par le code et les règles de la numérologie, et c'est marrant parce que c'est vrai que systématiquement, quand vous rentrez vous avez des gens qui
on va les qualifier de ronds. Vous voyez, et les gens qui sont dans les classes dans le type rond, ce sont les gens qui sont nés à 3, à 6, à 9. Vous voyez, ça roule. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez les gens qui rentrent dans les schémas plus rationnels, les petits rationnels, ce sont les gens qui font Bon, donc on était en train de voir certains aspects donc finalement vous avez une... On va revenir un peu à l'astrologie spéciale en ce qui concerne. Non, moi je suis... Vous n'êtes pas créateur au niveau astrologique. Non, en fait je suis curieux de tout ce qui est autres techniques divinatoires, comme l'astrologie chinoise, l'astrologie, l'astrologie classique. C'est vrai que je me suis inspiré, si vous voulez, du terroir astrologique pour, si vous voulez, pour m'aider à la compréhension de l'astrologie. Je me suis servi de ma numérologie, puisque c'est ce que je fais de mieux, ce que je maîtrise le mieux. Donc j'ai réalisé, si vous voulez, des petits bouquins sur chaque signe. Vous avez fait ça? Oui. Ah bon, comment ça c'est que vous avez sorti des petits textes, des petits voilà, livres? En fait, j'ai pris chaque signe astrologique, je les ai. C'était il y a combien de temps ça? Il y a 1 an. C'est sorti chez qui? Alors en fait, je les ai sortis, en compte, si vous voulez. Oui. Enfin, ce sont des... Vous avez diffusé autour de vous? Vous les avez diffusés en librairie? Non, en fait, ce sont des feuillets que je vends. Oui. Par correspondance de moi, par correspondance, etc. Donc ce sont chaque signe astrologique, si vous voulez, a été vu ou revu par la numérologie. Voilà, donc chaque signe. Et j'en ai, si vous voulez, c'est le point de vue numérologique du signe astrologique que j'ai développé dans ce petit bouquin. Et donc chaque signe a droit, si vous voulez, à cette revue. Alors donc, par exemple, si par exemple, quelqu'un du Scorpion, par exemple comme vous, on va faire sa numérologie. Oui, bien sûr. On va traduire le mot Scorpion en termes de numérologie. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça fait que le nombre final qui découle du mot Scorpion, c'est le nombre 10, par exemple. Le nombre 10, vous voyez. Oui. Donc en fait, je peux analyser le signe du Scorpion en numérologie, il n'y a pas de souci. Donc c'est un élément numérologique supplémentaire, c'est comme un nom supplémentaire, un surnom. Voilà, c'est ça, si vous C'est un surnom, mais c'est uniquement basé sur le signe solaire. Oui, bien sûr, sur le signe astral. Ça vient, donc on peut avoir la même base numérologique, mais pas être du même signe. Et donc par conséquent, ça va changer quelque chose. Disons qu'en fait, on aura peut-être un point de vue différent que celui que peuvent donner les astrologues, mais ça, à la limite, c'est encore une fois vu par la numérologie. Alors, vous pouvez nous donner les chiffres des 12 signes? Alors, de mémoire, je vais essayer. Donc, en fait, oui, enfin, je pourrais comme ça, de mémoire, le Scorpion. On va arriver, ça fait amusant parce qu'on peut arriver à avoir des signes qui ont le même numéro, le même chiffre. Voilà. Auquel on ne penserait pas du tout. Le Scorpion, le Verseau et le Sagittaire donnent le même nombre et le même chiffre. Ça veut dire c'est amusant. Mais encore une fois, il n'y a pas de hasard. On parle d'année du Scorpion, d'année du Sagittaire et du Verseau. On est dans l'air, si vous voulez, où ces 3 signes sont réunis. Enfin, ils ne sont pas tout à fait la suite de l'autre. Il manque le Capricorne. Bien sûr que non. Mais disons qu'en fait, numérologiquement, ça peut s'expliquer comme ça. Ah oui, d'accord. Par contre, les signes comme le Bélier, par exemple, si je dois, si vous voulez, traduire le mot Bélier en nombre ou en chiffre, je vais appliquer la règle caudale, le code alphabétique numérique, ça veut dire 1, etc. Bon, ça va donner 2, 5, 7, ça va donner 10, ça va donner 19, 24. Ça va donner 33, ça va donner 6. Donc le bélier va vibrer par le chiffre 6. D'accord, voilà. Ça ouvre des perspectives, ça, oui. Alors vous avez un aspect différent peut-être de l'analyse du corps que peut donner... Ça va être spécifiquement français, parce que dans une autre langue,
le signe aura un autre nom. Alors, la numérologie, c'est pas quelque chose de figé, voilà. Ça évolue, forcément, le langage permet cette évolution, justement. Chaque langage étant différent et chaque langage ayant ses spécificités, vous allez forcément, si vous interprétez le mot Aquarius, en anglais par exemple, bien, vous allez pouvoir adapter ça forcément à son langue aussi. Vous savez, moi j'ai fait la numérologie à des Allemands, à des Autrichiens, enfin bref, à tous ces gens-là, mais encore une fois, il faut se dire que leur langue, c'est leur vie, c'est leur véhicule premier, ce qui va déterminer, entre guillemets, ou prédestiner leur profession, leur caractère, etc. Donc il faut tenir compte de cet aspect-là. On ne peut pas uniquement en numérologie travailler sur la symbolique des chiffres et des nombres, ça ne donne pas, si vous voulez, à 100% la personnalité de quelqu'un. Donc il faut ces éléments-là. L'élément alphabétique est très important, la linguistique est très important. Donc il y a le nom du signe, mais d'autres choses, d'autres éléments, d'autres termes que, je sais pas moi, alors, le nom de la rue, je sais pas. Non mais non, alors, si on prend par exemple l'exemple du bélier, par exemple. Alors, le mot bélier, on a vu que ça va donner le chiffre 6. Alors, dans ce mot-là, on peut séparer ça en trois parties, comme des wagons de chemin de fer, si vous voulez. Et on va dire que une partie du corps du mot bélier, on va la renvoyer, si vous voulez, aux caractères fondamentaux du mot bélier. On va aussi renvoyer le corps central ou la partie centrale du mot bélier au caractère affectif du mot bélier. Et enfin, on va renvoyer la troisième partie du mot bélier. On va l'associer à tout ce qui est lié au caractère. Il y a trois syllabes, vous voulez dire. Oui, si vous voulez, on peut le syllabiser, si vous voulez, en trois parties. Ah oui, c'est ça. Voilà. B-E, L-I, et puis E-R. Oui, enfin, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et en tout cas, on en fait les césures, si vous voulez. On fait en sorte qu'on dégage trois éléments. Alors, l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, parce que la numérologie, en fait, c'est une règle de 3. Donc en fait, on va donner à ce corps, si vous voulez, du mot bélier, trois parties distinctes qui, encore une fois, nous redonnera, si vous voulez, les spécificités ou les caractères du mot bélier. Comme on le fait pour une date de naissance et comme on le fera pour un prénom ou un nom de famille. Voilà. Alors, le plus drôle, c'est que c'est pas moi qui l'ai inventé, mais encore une fois, c'est une adaptation. Je vous dis que la numérologie est une règle 3 et qu'on se sert en général. Oui, tout à fait. On se sert en général de trois éléments, que ce soit l'élément principal, la date de naissance, l'élément second, le prénom, l'élément troisième, la date de famille. Voilà. Alors on va associer forcément à ces éléments, naturellement, qu'est-ce qu'on retrouve, si vous voulez, dans la date de naissance. On va retrouver le jour, le mois et l'année. Encore une fois, trois éléments. Dans un prénom, on va retrouver forcément aussi, comme le mot bélier, comme le prénom, vous pouvez porter Jacques. Jacques, on va pouvoir le césurer, le syllabiser en trois parties. Encore une fois, pour rester concret avec soi-même et logique, pour en fait rendre à Jacques les caractères fondamentaux qu'il a, rendre à Jacques les caractères affectifs qu'il a ou qu'il propose, et rendre à Jacques les caractères relationnels et personnels qu'il nous propose aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on va toujours devoir trouver trois compartiments distincts qui forment, si vous voulez, la personnalité du prénom Jacques, la date de naissance. On pourrait faire un livre sur les prénoms, une numérologie des prénoms. Bien sûr, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Il y a moyen de faire un livre sur l'astrologie chinoise vu par la numérologie, sur l'astrologie classique vu par la numérologie, ce que j'ai fait. L'astrologie chinoise, c'est par rapport au signe chinois. Voilà, le tigre, le cheval. Ça aussi, voilà. Vous allez l'intégrer dans l'équation C'est prévu, en fait. Je m'attelle, si vous voulez, maintenant à travailler là-dessus. Ça veut dire à détailler ou à expliquer. Monsieur, est-ce qu'il y a un rapport entre pour donner une numérologie et ce concept du signe? Forcément. Ça correspond. Alors, pas forcément. Non, il y a des aspects semblables. De toute façon, c'est indéniable, mais il y a aussi. Vous dites qu'il y a plusieurs signes qui ont le même chiffre, donc ça veut dire que ça ne suffit pas à les définir, à les distinguer. Non, mais heureusement qu'il y a d'autres aspects. Et de toute façon, mon point de vue sera forcément similaire et différent
à l'analyse propre que l'astrologue fera du signe. Moi, j'y apporte, si vous voulez, un autre regard, une autre perception. Non, mais la question qu'on entend, la question qu'on entend, c'est si ça se recoupe. Il y a des recoupements, évidemment, mais il y a des points de vue que l'astrologue, lui, n'a pas dégagés. Voilà, tout simplement, que la numérologie verra ou interprétera différemment. Oui. Et ça, c'est le jeu, si vous voulez. C'est le même principe, même si vous voulez, de créer, si vous voulez, une espèce de, pas de différence, mais de voir quels sont les points qui sont divergents, convergents. C'est un petit peu ça aussi, qui permet au lecteur d'avoir un autre point de vue sur son signe. J'ai des gens qui me disent, tiens, c'est amusant ce que vous faites, je vais aller voir votre travail pour voir si, effectivement, la définition de l'astrologue correspond à la vôtre. C'est un nouveau point de vue, peut-être. Oui, ça, oui. C'est vrai, il fallait y penser. Cette façon de traduire numérologiquement le nom des signes. Alors, il y a quelques années, monsieur, j'avais fait un parallèle. La numérologie, on ne sait pas vraiment ce que c'est une science qui est un peu rébarbative. Les chiffres et les nombres, quand vous dites aux gens que les chiffres vous parlent, ils vous prennent pour un fou. Moi, quand j'étais gamin, j'étais à l'école, j'étais au cours de maths, quand j'ai dit à mon prof de maths, vous savez, moi j'ai l'impression que les chiffres me parlent, la seule réponse du prof a été de me mettre à la porte du cours, en me disant, va comprendre, t'as la tête qui change, vous voyez. Et donc il fallait absolument que moi je puisse un jour me dire, tiens, les chiffres me parlent, il faut que... Voilà, j'ai essayé de leur approprier un langage, une signification, etc. Et aujourd'hui, depuis 2006, j'ai déjà fait un constat intéressant, qui n'a peut-être pas eu l'écho, mais encore une fois, mais pour moi la numérologie c'est le décodage du génome humain. Puisque quelque part vous faites de la caractérologie, ça veut dire que vous associez au nombre et au chiffre, au prénom et au nom, des codes qui eux-mêmes sont décodés par le biais de la numérologie et qui vous renvoient à ce que vous êtes, monsieur. Donc en fait, moi je décode le génome humain grâce à ma numérologie. Je peux le dire ça. Alors, il y a j'ai beaucoup de respect pour ceux qui cherchent dans les laboratoires, ceux qui cherchent à détailler le fameux génome, mais ça fait 20 ans, ou même, enfin, maintenant 20 ans que je m'intéresse à ça, 20 ans que je dis que moi je décode le génome humain. Je peux dire de quelqu'un s'il est dépressif, s'il est quelqu'un de hardi, si c'est quelqu'un de têtu, si c'est quelqu'un de, excusez-moi l'expression, mais con, si c'est quelqu'un d'intelligent, si c'est quelqu'un de démoniaque, si c'est quelqu'un d'angélique. Tout ça, je peux le découvrir grâce à la numérologie, grâce au produit que j'ai, entre guillemets, créé. Donc, c'est l'ensemble de ces facteurs. Voilà, tout à fait. Mais à ce moment-là, attendez, est-ce qu'on en revient, au bout du compte, vous arrivez toujours à un certain nombre pour la personne. Bien sûr. Ce nombre-là, il vous renseigne sur cette personne, c'est ça que vous voulez dire? Bien sûr. En fait, il me dresse son profil. Si vous voulez, je suis un profiler, moi. Oui. Ma numérologie me sert de profilage, de profiler. Je fais du profiling, si vous voulez. Mais par exemple, tout à l'heure, on disait qu'il y avait 9 possibilités. Oui, ce sont 9 familles. Mais alors, donc, est-ce qu'il y a des bons chiffres et des mauvais chiffres? Quand vous dites que quelqu'un est un con, par exemple, est-ce que ça veut dire un certain chiffre? Mais forcément, ça vous renvoie à un certain nombre ou à un certain chiffre. Alors, les gens qui sont nés un 14, vous savez, de but en blanc, on dire à quelqu'un qu'il est con, ça se fait pas là-dessus. Hein. Il faut quand même savoir que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il y a des choses qu'il faut dire et pas dire. Et une façon de les dire aussi. Et quand vous présentez la chose comme ça, évidemment, vous pouvez heurter les gens, ils peuvent vous prendre par le collet et vous dresser contre le mur, à la limite. Bon. Et quand vous dites à quelqu'un, écoutez, voilà, est-ce que vous avez déjà un peu pensé, que vous étiez un peu maladroit, un peu gauche, un peu ci, un peu là, et petit à petit l'amener vers une vérité qui est la sienne. Mais encore une fois, vous pouvez le dire d'une manière différente, qui ne choque pas, qui ne blesse pas. Et ça, c'est mon boulot aussi. Mais une fois qu'on a accepté monsieur ce qu'on est, et qu'on a découvert et accepté ce qu'on est, on peut évoluer dans la vie. C'est vrai, mais le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'acceptent pas voilà, ils veulent être autre chose que ce qu'ils sont, et ça crée des problèmes. Et à la limite, vous savez, c'est toujours un peu frustrant de se voir dire par les autres ce qu'on est, alors qu'on aimerait bien découvrir soi-même ce qu'on est, par soi-même. Le problème, c'est que les gens n'ont pas les outils et les moyens de le faire. Alors moi, je dis toujours que quelqu'un d'intelligent, mais vous savez, la nature, tous les goûts sont dans la nature. Et tous les caractères sont dans la nature aussi. Si vous êtes né un 10, monsieur, vous serez intelligent fondamentalement. Vous n'avez pas choisi d'être intelligent. Vous êtes intelligent, vous n'êtes pas. Dans la nature où la vie vous a donné l'opportunité de l'être, vous avez le devoir de jouer avec cette intelligence d'une manière positive ou négative, c'est selon. Mais de toute façon, vous savez ou vous ne savez pas que vous êtes intelligent. À partir du moment où vous l'avez découvert, ou ça vous conforte dans ce que vous êtes, ça vous fait bien. Et la même chose, quelqu'un qui me dit, tout compte fait, c'est vrai que si je réfléchis bien,
par rapport à moi, je m'interroge, etc. Je me remets en question peut-être. Je me dis, c'est vrai que je suis un peu con, c'est vrai, on me le dit souvent. Je croyais que c'était pas vrai. Maintenant, grâce à vous, je le découvre et finalement, je vais finir par l'accepter. J'en suis convaincu. Voilà. Mais Il y a combien de chiffres? Parce que là, vous parlez du 10, du 14, donc c'est pas la même chose que le 5, le 14. non, c'est vrai qu'il faut faire, encore une fois, on ne peut pas radicaliser la numérologie à un seul chiffre. Le nombre existe. Ça veut dire le nombre, c'est une section, c'est deux chiffres. Oui, c'est ça. Donc en fait, vous avez, si je fais un distinguo, par exemple, le mot amour donne 23. Et le mot ami fait 14. Alors, quelque part, on va qualifier de quelqu'un qui est né à 14, on va le qualifier d'ami, on va dire c'est l'ami. Ça fait le même total de ça dans les deux Voilà, cas. c'est ça, bien sûr. Mais, encore une fois, on ne peut pas radicaliser le produit en disant, voilà, puisque c'est un 5, vous êtes ami et amour. Non, vous êtes soit l'un, soit l'autre. Si vous êtes né à 5, on a le choix des deux. Si vous êtes né à 23, vous êtes amour. Et si vous êtes né à 14, vous êtes un ami. Donc il ne faut pas trop réduire les chiffres. Parce que... Non, on ne peut pas. Beaucoup de magazines, malheureusement, beaucoup de magazines féminins, en général, ils se servent de la voyance ou de la numérologie pour booster leur vente à des périodes précises de l'année, que ce soit l'été, l'hiver, le printemps et tout ça. Et en général, malheureusement, ce que je pourrais reprocher aux magazines, moi, c'est de trop simplifier le produit, et trop simplifier la numérologie. Alors qu'en fait, moi, je tiens compte des chiffres et des nombres. Ça veut dire que quand vous avez une lettre, par exemple, on va citer le O, par exemple, eh bien le O, c'est la 15e lettre de l'alphabet. En fait, on va dire que O, effectivement, peut donner 15 et 6. On ne peut pas dire, voilà, parce que c'est un ensemble. Vous voyez, par exemple, s'il y a... même le 3. Oui. Même par exemple, il y a 3 lettres qui correspondent au 8, c'est le H, le Q et le Z. Mais c'est pas pareil non plus. Voilà, elles résonnent et phoniquement, elles sont différentes aussi. Le Z, ben voilà. Le H, Voilà, donc pourquoi aurait-elle le même chiffre si elles sont différentes uniquement? C'est une connexion. non, pas forcément. Au contraire, je veux dire, ça amplifie la valeur du chiffre, si vous voulez. Parce qu'on peut encore une fois dire, on peut l'interpréter, on va dire, voilà, est-ce que vous confondriez, moi je ne confonds pas un Z avec un H, mais je peux donner une interprétation différente par rapport au H, par rapport au Z, vous voyez ce que je veux dire. L'un est en fin de course, et l'autre est en milieu de course, ou en début de course, donc quelque part, voilà. Et de même que, bon, vous avez un 17, vous avez un 8, vous avez un 26, vous avez un 8, l'interprétation n'est pas la même quand vous avez affaire à un 17 et un 26. D'accord. Non, mais je vous le dis. De toute façon, on ne peut pas confondre. Oui, on va confondre les choses à partir du moment où on radicalise, on simplifie trop la chose. Là, il y a... Mais vous restez toujours jusqu'à 30, vous restez jusqu'à 30 par exemple, vous allez jusqu'à 100 au niveau des nombres. Oh, mais on peut aller jusqu'à 100, monsieur, mais à partir du moment où la règle veut que quelque part il y ait 20... Quand on travaille sur l'alphabet, sur le prénom... On ne peut pas appliquer 26 ou 30 pour les listes de... Voilà, bien sûr. C'est à peu près à ce stade-là, on a donc que 30 possibilités ou 26 possibilités. Voilà, au niveau des lettres, de toute façon. Oui. C'est pas infini non plus. Non, quand même. Même si on a l'élément 8 parce que numérologie fait 8, même l'infini a une fin. Quelque part, vous savez, voilà. Mais il ne faut pas rester quelque part logique avec soi-même et logique avec la numérologie. On ne peut pas non plus faire tout n'importe quoi ou faire dire tout n'importe quoi. Il y a des codes. Ces codes sont là, ils existent, on doit les respecter aussi. Si on veut faire un bon travail, il faut respecter ces codes. Et alors comment se fait-il que vous ayez pris de la distance par rapport à certaines pratiques de la numérologie comme le chemin de vie? Pourquoi vous n'employez pas ce mot-là? Parce que ce ne sont pas... Et moi, je n'aime pas utiliser un langage que moi-même je ne comprends pas bien, que je ne cerne pas bien. Alors, voilà. Quand j'ai adapté, entre guillemets, quand j'ai créé ma numérologie, c'est la nouvelle numérologie un peu pompeusement, voilà, eh bien, je me suis vu qualifier certains éléments à ma façon. Ça veut dire que au lieu de parler de chemin de vie, moi je parle de l'image de soi, l'image que vous envoyez de vous aux autres et les autres. Bref, c'est ça un petit peu. Une autre façon d'expliquer les choses, mais bon. Mais il faut rester logique. D'autres avant moi ont fait la numérologie, ont expliqué différemment, et je me dois, moi, quelque part, d'écouter leur formulation, parce que quelqu'un qui vient me trouver et qui parle chemin de vie, et je fais l'imbécile en disant je comprends ce que vous dites, pour un numérologue, ça fait un peu con, hein, c'est un peu idiot. Quelque part, je me dis, il faut traduire. Mais ça n'empêche que je suis ouvert, donc je vais défendre ma numérologie et je vais respecter celle qui existe déjà. Vous savez ce qui existe et ce que vous mettez, Voilà, bien sûr. Voilà. Ça, c'est bien. Mais j'ai une autre forme d'interprétation qui est tout aussi valable, puisqu'elle fonctionne, puisque je travaille avec les gens et que les gens sont contents, et puis voilà, bon. Mais ça, c'est important. Mais vous pouvez
Comme quoi le langage est important, mais l'interprétation aussi, évidemment. Mais ça n'empêche que la véracité de ce que vous donnez comme caractère, elle est importante aussi. Alors je peux vous demander, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la prévision, en numérologie on peut prévoir sur combien d'années par exemple? On peut raisonnablement. Il y a une loi qui veut que ni l'heure, ni le jour. À partir du moment où on respecte ce code d'honneur-là, vous ne connaîtrez ni l'heure ni le jour. Par contre, on peut dire l'année, il n'y a pas de problème, on ne se trompe pas. Au mois près, on peut dire voilà, si vous avez un changement à faire, à opérer dans le professionnel, c'est à partir de telle année, tel mois. Il en va de même pour l'affectif, il en va de même pour le fondamental. Ça veut dire que si vous avez un travail à faire sur vous-même, eh bien, on va dire que à telle période, c'est mieux de le faire maintenant plutôt que plus tard, etc. Parce qu'il y a des moments où c'est... Mais enfin, c'est une question qu'on peut poser aussi aux astrologues. À partir d'un instant T qui est maintenant, combien d'années vous couvrez en avance 5 ans, 7 ans en avant? Je ne déroule pas le tapis rouge tout à fait. Ça veut dire que je vous cerne dans la phase qui est celle que vous occupez aujourd'hui. Ça veut dire que si vous occupez la tranche d'âge de quelqu'un qui a entre 25 et 50 ans, forcément, si vous avez 42 ans, je vais me baser sur l'analyse de cette tranche d'âge-là. Et je vais la réduire par rapport à l'année en cours, par rapport à l'année suivante. Je ne fais jamais de prévision au-delà de 2 ans ou 3 ans, voilà. Maximum. Oui, c'est ce que je voulais savoir. Parce que ça ne sert à rien de dire aux gens ce qui va leur arriver dans 10 ans. Ça ne sert à rien. Ça n'est pas porteur, monsieur. Au contraire, ça dessert la véracité de la chose. Oui. Et je pense que c'est un point important parce qu'en astrologie, on peut quand même aller un peu plus loin. Bien sûr, au niveau du temps. on peut. Parce que, non, mais c'est aussi parce qu'on a les moyens de le faire. Mais j'ai les moyens de le faire, monsieur. Je peux tout me permettre si vous voulez. Mais il y a une question d'éthique aussi. Vous ne pouvez pas heurter les gens et leur annoncer leur futur alors qu'ils n'ont pas la maîtrise de leur présent ni de leur passé. Oui, alors justement à ce propos, j'ai eu récemment une discussion à ce sujet. Vous savez que vous en pensez, mais imaginez l'homme à qui je dis vous venez de vous marier, votre femme vous trompe, elle vous quitte dans 2 ans, dans 3 ans. Vous imaginez un peu le malaise que je peux créer chez cette personne. Oui, bien sûr, oui. Donc en fait, quel intérêt j'ai de le dire? Même s'il est impossible de le faire, est-ce que je ne vais pas lui l'interroger sur sa relation présente en disant voilà les éléments X, voilà les éléments Y ou les éléments A, les éléments B. Avec ça, est-ce que vous croyez vraiment que cette personne est faite pour vous? Parce qu'il faut toujours laisser le choix du libre arbitre. Et il ne faut jamais non plus, il n'y a pas une décision à donner, il y a parfois plusieurs voies qui se présentent à vous. Et la question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que vous êtes obligé, je vais me dire que c'est une question provocatrice qui paraît bizarre, mais est-ce que vous êtes obligé de répondre, de fonder vos conseils sur des données numérologiques? Si je ne le fais pas, je fais de la voyance, je suis médium. Non, mais vous êtes aussi bien choisir une date qui vous passe par la tête. C'est la nombrologie alors, c'est pas la même chose. La nombrologie et la numérologie, c'est pas juste. Non, mais je veux dire que par exemple. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas la nombrologie, mais si vous voulez dire quelque chose sur la nombrologie. La nombrologie, c'est ça. C'est un nombre qui vient comme ça. C'est un nombre qu'on vous jette à la figure, ou presque, on vous dit voilà, je vous donne le nombre, le chiffre 1, ou le nombre 999, ou 1599, ou voilà, bref, peu importe. Et là, vous travaillez sur ce donné. Ça, c'est la nombrologie. Ouais, d'accord. La numérologie, c'est pas pareil. D'accord. Non, mais ça, c'est autre chose. Moi, ce que je voulais proposer, par exemple, dans le cas de l'astrologue, par exemple, moi, l'autre jour, je disais à une dame, qui est astrologue, qui a énormément de chance, elle disait, vous ne trouvez pas, par exemple, quelqu'un vous demande quand est-ce qu'il va avoir une rencontre amoureuse intéressante, quand c'est des enjeux qui ne sont pas très importants, je dirais que la rencontre amoureuse c'est important, mais bon, disons que c'est un facteur. Mais est-ce qu'on ne peut pas choisir une date qui soit dans un délai raisonnable
2 ou 3 mois plutôt que de lui dire que c'est dans 2 ans. Oui, mais ça, même si on n'a pas de véritable justification au niveau astrologique, au niveau neurologique. Alors, la véritable justification existe, monsieur, parce qu'en fait, elle se vérifie toujours par l'hypothèse de démonstration. Il faut savoir que la numérologie, si elle est très bien travaillée, elle vous renvoie toujours à... On ne peut pas confondre une pomme et une poire, et on sait que la pomme c'est ça, la poire c'est ça. Au niveau du nom, au niveau des chiffres, c'est pas la même chose non plus. Voilà, et en fonction de ça, c'est comme si je vous disais, confondez le blanc et le noir. En numérologie, le blanc fait 14 et le noir fait 29. On ne peut pas confondre un 29 et un 14. Donc vous ne pouvez pas dire à quelqu'un quelque chose qui n'a pas de valeur numérologique. Moralement, éthiquement, vous ne pouvez pas. Mais donc je me trahirais un petit peu dans ce que je fais. Oui, mais d'un autre côté, humainement, vous seriez peut-être plus proche de la vérité de la personne. La personne, elle n'a pas envie. Est-ce que, parfois, disons cyniquement, on pourrait dire par exemple que bon, c'est que la personne, les gens ont besoin d'être un peu focalisés. Si on les focalise, même si c'est défocaliser, les aider à décider, à se déterminer. Est-ce que c'est vraiment assez important d'avoir une discipline sous-jacente, étant donné qu'il y a ce que l'on appelle le transfert, étant donné que nous, on en parlait ces derniers jours longuement de cette question-là, que le numérologue ou l'astrologue, c'est d'abord quelqu'un qui est numérologue et astrologue en tant qu'image. C'est ce que disait M. Reddy tout à l'heure. Il y a une image, il y a un décor. Et c'est les gens qui viennent vous voir à cause de ça, et ils vous écoutent et ils vous entendent à cause de ça. À partir de là... Au niveau du décor, parce que moi je crois que la personnalité de l'individu est importante. Moi, on me connaît sous le nom de Paul Clé. Quand on me voit, on dit « Ah, monsieur Clé, j'ai pensé à vous, j'ai demandé au guide de me rencontrer, je vous rencontre ici, c'est magnifique, c'est madère. » Vous avez quand même la dimension du personnage aussi. C'est vrai que c'est pas le décor, c'est une chose, le personnage c'est une autre. C'est essentiellement, bien sûr, mais ça fait partie de... Voilà, mais moi, donc le décor est déjà très important, à tel point que le contenu n'est pas si important que ça. Si, bien sûr que si, parce que les gens vous attendent au tournant, monsieur. Vous êtes obligés, par respect, par éthique, de leur donner des choses vraies. Ils en ont marre d'entendre des choses vagues ou des choses fausses. Non mais vagues, ça fait vrai. Oui, bien sûr, mais c'est eux qui font, c'est vous qui faites quelque part la vérité des choses. On a besoin de ça. Si la personne vous écoute, si la personne elle écoute, ce que vous dites devient vrai. Pas forcément, parce que je peux raconter, je peux jouer le jeu et lui raconter des bobards qui passeront. Mais c'est pas ça le but. Le but c'est que votre raisonnement soit logique de A jusqu'à Z, c'est le cas de le dire. Quelque part, il y a une véracité dans vos propos, parce que ce qui est vrai sonne toujours mieux que ce qui ne l'est pas, monsieur. Il y a des gens qui ne sont pas dupes, qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc ils ont besoin de vérité. Ils en ont assez de se voir dire des choses qui ne sont plus ou pas vraies. Et puis, vous savez, le jeu, c'est pas un jeu de fléchettes. Au petit bonheur la chance, je vais jeter ma flèche et puis, tac, ça y est, bon voilà, non, c'est pas du Vogelpick. C'est vraiment une science qui se base sur avéré, sur un code qui fonctionne, sur une théorie qui fonctionne, sur un... vous savez, vous n'achetez pas une tronçonneuse sans mode d'emploi, autrement vous allez couper la tête des gens dans la rue. Oui, mais le problème c'est que c'est pas tout à fait pareil. Si, mais on peut l'associer à ça. On ne met pas dans les mains d'un enfant quelque chose qu'il ne maîtrise pas ou non, mais, pas comprendre les règles. Non mais attendez, on a eu justement un débat là-dessus. Une tronçonneuse, le produit, si on peut parler d'un produit dans le domaine de l'astrologie, c'est un produit auquel le client participe à sa construction. Donc il dépend de lui aussi ce produit. Donc c'est à lui il faut travailler aussi avec la personne. Mais si vous travaillez avec la personne, vous produisez aussi une transformation de la personne. Il y a un échange quand vous travaillez avec quelqu'un. Quand l'individu vous c'est pas une tronçonneuse. Non, mais peut-être pas, mais je peux être l'arbre qui veut couper. Vous savez, ça peut être un transfert comme ça. Et la personne qui s'assied en face de moi, elle a besoin, dans ce jeu-là, elle est présente. Elle est présente et elle a une vraie présence. Ça veut dire qu'il y a un écho, il y a un échange, il y a une relation qui s'établit. Et vous êtes en droit, monsieur, à partir du moment où les gens vous confient leurs secrets, leurs problèmes, leur vie, vous êtes en droit de respecter ça déjà. De leur offrir le meilleur et de vous leur donner, de leur laisser le choix du libre arbitre. Oui, mais malgré tout, monsieur,
Bon, il faut relativiser les choses d'une certaine manière. Il faut considérer que ces savoirs ne sont pas fiables, ou du moins sous certaines formes, en tout cas. Ils sont peut-être fondamentalement fiables quelque part, mais il y a des formes qui ne le sont pas. Alors que le praticien, lui, il peut apporter, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée du praticien. Il peut apporter une valeur ajoutée qui vient donner une certaine vérité à quelque chose qui n'en a pas forcément complètement lu. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est des éléments dont on parle. Alors, cette valeur ajoutée, que certains peuvent appeler du bon sens, Dans le cadre de la numérologie, quelqu'un qui connaît la vie, qui sait un peu comment les choses se passent, ça vient relayer un peu le savoir lui-même divinatoire. aussi, mais pas que, parce que je ne peux pas, si vous voulez, ne peuvent pas se confondre et se fondre dans la vie d'un individu, votre histoire à vous. Alors ça devient la psychologie, ça ne devient pas, encore vous devez faire un mur, il y a un mur entre moi et la personne. Je ne peux pas, si vous voulez, me servir de mon passé, de mon vécu, pour parler de certaines choses qui concernent la personne. Je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que vous pensez du mot coaching, par exemple? Vous avez entendu quelque chose? Oui, monsieur. Alors le coach pour moi, c'est tout ce qu'on veut. C'est le psychologue qui n'a pas percé, c'est le psychiatre qui n'a pas trouvé de client. Aujourd'hui, le mot coach, c'est un drapeau magique que vous plantez devant chez vous et vous êtes coach, et demain, tout le monde vient chez vous. Mais voilà, c'est un booster, le mot coach. Quand on a besoin d'un coach, monsieur, ça veut dire qu'on a besoin d'un coup de pied au derrière. Justement, donc je dis que si on a besoin d'un coup de pied au derrière, la question est comment on s'y prend pour donner ce coup de pied au derrière. Alors on le fait. On le fait parce que voilà, on vous dit voilà, je vous mets au pied au derrière, vous allez avancer. Mais je veux dire, en fait c'est pour moi c'est une façade, le coaching. C'est un mot qui va tellement bien à celui qui n'arrive pas avec sa propre identité. Vous voyez, un coach, moi je pourrais être coach aussi, je pourrais me qualifier de coach. Je suis numérologue, mais je pourrais, si ça marche pas dans ma numérologie, je vais dire ah tiens je suis coach. Mais non, j'ai choisi d'être numérologue, je le suis, je le resterai. Mais je vais pas me servir d'un trompe-l'œil qui est... Ça pourrait être à l'inverse, monsieur, ça pourrait être à l'inverse. Ah oui, c'est-à-dire que ça pourrait être la numérologie qu'on met en avant et le coaching qui fait en réalité fonctionner le système. Si on veut, d'accord. Voilà, donc à ce moment-là, effectivement, les gens viennent vous voir parce que vous êtes astrologue, vous dites astrologue, vous êtes numérologue, et en fin de compte, le travail qu'on va faire, c'est du coaching. C'est un travail d'accompagnement de toute Oui, façon. c'est ça. Et donc à ce moment-là, on va relativiser le savoir qui est mis en avant et on va surtout se dire comment est-ce que je vais aider la personne à bouger un petit peu. Et à ce moment-là, il ne faut pas être prisonnier complètement des carcans dans son système. Je plaisante un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que le fait d'accompagner la personne, de partager avec elle à un moment donné ou à un autre, ses déboires, ses joies, ses peines et tout ça, c'est vrai que, et s'il y a un suivi qui s'opère, c'est vrai que là vous faites du coaching, vous coachez la personne quelque part. Vous l'aiguillez, vous la guidez, vous la sécurisez, vous la rassurez, etc. C'est du coaching, d'accord. Si vous voulez, j'ai l'air de plaisanter, mais pas tellement en vérité, parce que dans tous ces domaines-là, il y a une part de vrai, et en astrologie, je crois que je sais à peu près où est la vérité dans l'astrologie, mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas une grande valeur. Donc, soit ce savoir se suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'il a une vérité objective, à ce moment-là, on va vraiment jouer la carte de ce savoir. Mais à mon avis, dans ce cas-là, il s'agit d'un savoir ce que j'appelle un savoir global. C'est-à-dire un savoir qui vaut statistiquement, qui vaut pour des grandes affaires, des grandes opérations. Dès qu'on commence à vouloir entrer dans des actions ponctuelles, individuelles, il n'y a pas de savoir qui soit vraiment à la hauteur de cette dimension complètement individuelle. Même la numérologie reste quand même dans des schémas assez globaux. Non, au contraire. Alors admettons qu'elle puisse le faire. Bon, elle le fait, monsieur. Bon, en astrologie aussi, elle le fait sous certaines formes. En astrologie aussi, vous pouvez inventer des systèmes qui sont de plus en plus pointus en astrologie. Mais ces systèmes qui sont de plus en plus pointus, c'est ce qu'on a dit pendant notre colloque, ils sont de moins en moins fiables aussi. Parce que justement, ce sont des sous-divisions de sous-divisions, etc. Et finalement, on arrive toujours à on peut toujours arriver à ça. Mais Jacques, c'est une mécanique la numérologie. Je peux la démonter devant n'importe qui aujourd'hui. Si quelqu'un me le demande, je vais démonter la structure qui fait qu'elle fonctionne. Je peux faire ça. oui. Je ne suis pas celui qui vous dira comment est-ce que vous pouvez expliquer votre don ou votre produit. Et j'aurais l'air bête de ne pas pouvoir dire tiens, voilà, je ne peux pas expliquer comment ça marche. Parce qu'aujourd'hui, maîtrisez bien votre voilà, savoir. on se doit de le maîtriser, d'être prêt Non, quand mais il y en a quelqu'un qui me ne le le font demande. pas. Bon, alors, Voilà.
Et vous savez, aujourd'hui, on ne se contente plus de dire, vous savez, voilà, c'est magique, machin, ça vient, c'est pas de nulle part, mais enfin, ça existe, tout ça. Les gens ont besoin d'autre chose, ils ont vraiment besoin du pointu, ils ont besoin de s'y retrouver quelque part, et de leur expliquer dans leurs mots, dans leur compréhension, voilà pourquoi. Si vous prenez ça, vous faites des découpages, en fait. Il n'y a pas de hasard, quand on a vécu en Belgique cette collision de train, on a bien démonté le départ de l'un à telle heure, le départ de l'autre train à telle heure, et puis le fait qu'ils se soient rencontrés. Il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. À partir du moment où, quelque part, le séquençage est effectué de manière logique et propre et bien faite, les trains ne pouvaient que se télescoper, si vous voulez. À partir du moment où on a tous les facteurs et tous les éléments qui les réunissent, et tous les liens sont faits. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, il n'y a plus de place au hasard. Non, mais à condition qu'on maîtrise tous les paramètres possibles et On imaginables. peut les faire, ça existe. Celui qui travaille, celui qui a la conscience de Mais ce c'est pas qu'il forcément fait. un facteur, c'est un ensemble de facteurs. C'est une conjonction de facteurs. Nous sommes tous des conjonctions de facteurs. Je ne suis pas le produit, le fruit du hasard ou le produit d'un seul élément. J'ai un père, j'ai une mère, j'ai une hérédité derrière moi. Tous ces facteurs sont importants et vous devez en tenir compte. Si vous n'en tenez pas compte, comment voulez-vous avancer, comment voulez-vous Mais comprendre? enfin, vous remarquerez quand même, monsieur, que dans nos domaines, on n'a pas forcément accès à tous les facteurs. Non, bien sûr que non. Donc on a des facteurs qui vont soit manquer, soit qu'on va devoir amener.